À notre dîner de Noël, mon mari s'est soudainement levé et a dit « Il est temps que vous sachiez la vérité. Je ne vous ai jamais aimé. » La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai simplement souri. Ça suffit. Le lendemain matin. 38 appels manqués. L'odeur de la dinde rôtie et du cidre épicé à la cannelle flottait encore lourdement dans l'air lorsque John a repoussé sa chaise au bout de notre longue table de salle à manger en chêne. La neige tapait doucement contre les vitres, et le sapin de Noël dans le coin brillait des lumières blanches et chaudes que j'avais installées 2 week-ends plus tôt. 26 ans de mariage, 2 enfants adultes rentrés pour les fêtes, et une poignée d'amis proches et de parents remplissaient la pièce de ce genre de bavardage facile qui vient d'années de traditions partagées. Puis John s'est levé, ses larges épaules stables dans le pull bleu marine que je lui avais offert à Noël dernier, et la conversation s'est éteinte comme si quelqu'un avait débranché une prise. « Il est temps que vous sachiez la vérité », a-t-il dit, sa voix calme, du même ton qu'il utilisait lors des réunions de projet. Toutes les têtes se sont tournées. La fourchette de Sophie s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ethan a posé son verre de vin avec un léger cliquetis. Rachel, ma plus vieille amie, s'est redressée sur sa chaise en face de moi. Le regard de John a balayé la table avant de se poser sur le mien. « Je ne t'ai jamais aimé, Amelia. » Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il oppressait ma poitrine comme l'air d'hiver, épais et absolu. Les bougies vacillaient sur la table, jetant des ombres changeantes sur les visages que je connaissais depuis des décennies. Personne n'a bougé. Pas le serveur que nous avions engagé pour la soirée, figé près de la porte de la cuisine avec une carafe d'eau. Pas ma belle-sœur, dont la main planait au-dessus de son assiette. Tous les yeux étaient sur moi, attendant l'explosion attendue. Des larmes, des cris, peut-être le fracas d'un verre. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose en moi s'apaiser, calme et définitif, comme la dernière page d'un livre que je lisais depuis bien trop longtemps. J'ai croisé le regard de John par-dessus les restes de notre festin de Noël, 26 ans, condensé en 6 mots. J'ai plié ma serviette avec un soin délibéré, le lin lisse sous mes doigts, et j'ai offert un petit sourire fatigué. Ça suffit, ai-je dit, ma voix portant clairement dans le silence stupéfait. Je me suis levé, lissant le devant de ma robe vert foncé, et j'ai quitté la pièce sans un autre regard. Mes talons claquaient sur le parquet que nous avions choisi ensemble quand les enfants étaient petits. Derrière moi, le silence a persisté. Personne n'a appelé. Personne n'a suivi. Pas encore. Le couloir semblait plus frais, les guirlandes lumineuses le long de la rampe projetant une lueur douce qui semblait soudain trop tamisée pour le moment. J'ai attrapé mon manteau sur le crochet près de la porte, la laine lourde dans mes mains, et je suis sorti dans la nuit de décembre. Des flocons de neige descendaient paresseusement, se prenant dans mes cheveux alors que je me tenais sur le porche. Le quartier était silencieux, les lumières des porches scintillant le long de la rue tranquille bordée de maisons familières. Pour la première fois depuis des années, le poids que j'avais porté si longtemps a commencé à se soulever. Non pas avec drame, mais avec une clarté simple et indéniable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement respiré l'air froid et vif et j'ai laissé la vérité s'installer. Les mots de John ne m'avaient pas brisé. Ils avaient enfin nommé ce que j'avais ressenti dans les espaces entre nos routines prudentes depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Le pire n'était pas la déclaration publique à notre table de Noël. C'était le temps que j'avais passé à me convaincre que la stabilité était la même chose que l'amour. À l'intérieur, des voix étouffées ont commencé à s'agiter. La question tranchante de Sophie. Le murmure bas d'Ethan, le ton assuré de Rachel perçant à travers. Mais je suis resté sur le porche un instant de plus, regardant mon souffle se transformer en nuage dans la nuit. La maison derrière moi, avec ses lumières chaudes et ses décorations soigneusement arrangées, avait toujours été ma responsabilité de la garder parfaite. Ce soir, pour la première fois, je l'ai laissée à elle-même. Je me suis dirigé vers ma voiture, la neige crissant doucement sous mes bottes, et je me suis éloigné de la seule vie que j'avais connue en tant qu'épouse. Les routes étaient presque vides, les lumières de Noël défilant entraînées de rouge et d'or. Le temps que j'arrive à l'appartement de Rachel de l'autre côté de la ville, le choc initial avait cédé la place à quelque chose de plus stable. Pas vraiment du soulagement, mais la certitude tranquille qui vient quand une vérité longtemps ignorée se révèle enfin à la lumière. Rachel a ouvert la porte avant que je puisse frapper, comme si elle avait attendu. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer sans poser de questions, son étreinte brève mais ferme.
Le salon sentait son thé à la camomille habituelle et la bougie au pain qu'elle laissait brûler pendant la saison. Je me suis affalé sur le canapé, mon manteau encore sur moi, et j'ai fixé le motif du tapis. Il l'a dit au dîner, lui ai-je finalement dit, ma voix basse, devant tout le monde. Elle s'est assise à côté de moi, me tendant une tasse de thé sans que je le demande. Je ne suis pas surprise. Pas vraiment. J'ai hoché la tête, enroulant mes mains autour de la céramique chaude. La chaleur s'est infiltrée dans mes paumes, m'ancrant. John avait toujours été posé, efficace, le genre d'homme qui planifiait chaque détail de ses projets et s'attendait à ce que la vie à la maison se déroule avec la même précision. Je m'étais assuré que ce soit le cas. Les provisions apparaissaient avant que le garde-manger ne se vide. Les rendez-vous étaient pris et respectés. Les vacances se déroulaient exactement comme prévu. J'avais traduit sa fiabilité en affection pendant si longtemps qu'entendre la vérité à voix haute ressemblait moins à une blessure qu'à la dernière pièce d'un puzzle que j'avais refusé de compléter. Les appels manqués ont commencé plus tard dans la nuit. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. John, puis Sophie, puis Ethan. Je l'ai laissé passer en messagerie vocale à chaque fois, l'écran illuminant la pièce sombre. 38 au matin, les notifications s'empilant comme des rapports non lus d'une vie dont je commençais déjà à m'éloigner. Allongé sur le lit d'amis de Rachel, le bourdonnement lointain de la circulation contrastant faiblement avec le silence de notre rue de banlieue, j'ai pensé à la table que j'avais laissée derrière moi. La tarte à moitié mangée, les serviettes froissées, les visages figés dans divers degrés de choc. John avait prononcé sa phrase avec le même ton mesuré qu'il utilisait pour tout. Pas de voix élevée, pas de colère visible, juste des faits tels qu'il les voyait, et j'avais répondu de la même manière. Pas de scène, pas de larmes devant eux, juste la dignité tranquille de savoir quand c'en était assez. Le trajet de retour à notre maison le lendemain matin semblait étrangement ordinaire. La neige s'était accumulée pendant la nuit, adoucissant les contours du quartier que j'avais appelé mon foyer pendant plus de 2 décennies. Je me suis garé dans l'allée, notant que la couronne sur la porte d'entrée était toujours parfaitement droite. Le ruban rouge que j'avais noué moi-même attrapait la pâle lumière d'hiver. À l'intérieur, les restes du dîner de Noël avaient été débarrassés. La table était de nouveau nue, polie et prête, comme si la nuit précédente n'avait été qu'une brève interruption dans notre vie soigneusement ordonnée. John était dans la cuisine quand je suis entré, versant du café dans sa tasse préférée. Il avait l'air posé, la même présence stable qui avait défini notre mariage depuis le début. À 54 ans, ses cheveux étaient devenus argentés aux tempes, mais sa posture restait droite, ses mouvements efficaces. Il a levé les yeux alors que je posais mes clés sur le comptoir. « Amélia » a-t-il dit, son ton mesuré. « Nous devrions parler de la nuit dernière. » Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout près de l'îlot où j'avais préparé d'innombrables repas de famille, mon manteau encore boutonné contre le froid que je portais en moi. Il n'y a plus grand-chose à dire, John. Notre vie ensemble avait toujours semblé enviable sur le papier. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine lors d'une réunion d'amis communs à Columbus. Il était un ingénieur prometteur, concentré et ambitieux. Je construisais ma carrière dans les opérations hospitalières, organisé et capable. Nous nous sommes mariés après 2 ans, avons acheté cette maison coloniale dans une banlieue tranquille avec de bonnes écoles, et l'avons remplie des rythmes de la vie de famille américaine ordinaire. Ethan est arrivé le premier, puis Sophie. Les vacances, les événements scolaires, les vacances d'été au lac, nous les avons tous construits avec intention. De l'extérieur, nous étions le couple qui organisait des barbecues de quartier réussis et envoyait des cartes de Noël attentionnées avec une photo de famille prise devant la cheminée. John assurait la stabilité financière. Je gérais tout le reste. La maison fonctionnait comme une machine bien huilée parce que je la maintenais ainsi, les factures payées en avance, les provisions stockées, les activités des enfants coordonnées sans qu'il ait besoin de demander. Quand il voyageait pour le travail, ce qui était fréquent pendant ces années intermédiaires, je m'assurais que son retour se fasse en douceur, comme si le foyer avait simplement fait une pause en son absence. Il franchissait la porte, posait sa valise et disait « C'est bon d'être à la maison ». Je souriais et croyais que cela signifiait plus que ce que les mots exprimaient. Avec le temps, j'ai appris à lire son affection dans des gestes pratiques, le nouvel appareil qu'il achetait sans que je le demande, la façon dont il s'en remettait à mon jugement sur les décisions domestiques. Cela ressemblait à un partenariat, ou du moins à quelque chose d'assez proche. Je suis passé devant lui maintenant pour me verser mon propre café,
la routine familière manquant même si tout avait changé. La cuisine sentait le café frais et le léger parfum de pin de l'arbre qui se tenait encore dans le salon. L'écharpe de Sophie était drapée sur une chaise, laissée dans le chaos de la soirée précédente. Je l'ai pliée distraitement, mes doigts traçant la laine douce. « Tu as construit une belle vie ici », a dit John en me regardant. Sa voix ne portait aucune excuse, seulement le ton factuel auquel je m'attendais. Nous l'avons fait tous les deux. J'ai hoché la tête, prenant une longue gorgée. Le café était fort, juste comme je l'aimais. Pendant 26 ans, je m'étais convaincu que notre version de la stabilité était suffisante. Nous nous disputions rarement. John n'élevait pas la voix ni ne faisait de grands gestes romantiques, mais il était fiable. Il se souvenait des anniversaires. Il se présentait aux événements importants. Dans les moments calmes après que les enfants se soient couchés, nous nous asseyions dans le salon, lui examinant des rapports pendant que je planifiais l'horaire de la semaine suivante. Cela semblait convivial, sûr. Rachel avait vu clair il y a des années. Lors d'une de nos longues promenades l'automne dernier, les feuilles craquant sous nos pieds le long du sentier du parc près de mon hôpital. Elle avait dit, « Tu fais paraître tout sans effort, Amélia, mais je vois à quel point tu portes beaucoup de choses seule. » J'avais balayé cela d'un revers de la main à l'époque, soulignant la nouvelle terrasse que John avait fait installer pour mon anniversaire. Il montre son affection à sa manière. Maintenant, debout dans la cuisine où j'avais orchestré tant de moments familiaux, je comprenais à quel point j'avais profondément intériorisé ce récit. Les enfants ont prospéré grâce à la structure que je maintenais. Ethan avait décroché un bon emploi en analyse de données après l'université. Sophie enseignait et trouvait ses marques. Ils voyaient leurs parents comme une unité solide, même si les fondations s'étaient refroidies. John a posé sa tasse. Les enfants sont inquiets. Ethan a appelé ce matin. J'imaginais notre fils, grand comme son père, faisant probablement les 100 pas dans son appartement de Chicago. Sophie serait plus directe, ses émotions plus à fleur de peau. Il méritait mieux qu'un déballage public à la table de Noël. Mais je ne pouvais pas regretter ma réponse. Pour une fois, j'avais choisi de ne pas arrondir les angles. Je leur parlerai, ai-je dit simplement, en temps voulu. Il m'a étudié un long moment. Le genre de regard évaluateur qu'il portait au plan problématique. Il n'y avait pas de colère visible dans son expression, seulement une légère confusion, comme si mon refus de m'engager dans la gestion des dégâts perturbait l'ordre naturel qui l'attendait. C'était tout John, anticipant toujours la prochaine étape, supposant que je me chargerais du travail émotionnel pour maintenir les apparences. J'ai emporté mon café à l'étage dans la chambre que nous avions partagée si longtemps. Le lit était fait impeccablement, les oreillers arrangés avec précision. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, mettant en évidence les grains de poussière dans l'air. Je me suis assise sur le bord du matelas, passant ma main sur le couvre-lit que j'avais choisi lors d'une de nos rares sorties shopping communes. Le tissu était doux, familier. Cette pièce contenait d'innombrables nuits de coexistence tranquille plutôt que de passion, des conversations sur la logistique plutôt que sur les rêves. Notre mariage avait été construit sur la compétence et l'endurance silencieuse. J'avais été l'architecte de sa chaleur quotidienne, comblant les lacunes que John laissait avec efficacité et soin. Avec le recul, il était facile de voir comment j'avais confondu la gratitude avec la connexion, la présence avec l'amour. La maison, les traditions, les succès des enfants, tout cela témoignait de ce que j'avais investi dans cette vie. Mais debout dans cette chambre, le poids de la nuit précédente encore frais, j'ai senti les premiers frémissements de quelque chose de nouveau. Pas de l'amertume, mais une reconnaissance lucide. La vie que nous avions construite était réelle. Elle n'avait simplement pas été construite sur les fondations que j'avais longtemps fait semblant d'exister. Les jours qui ont suivi Noël se sont déroulés à un rythme étrangement suspendu. Je suis retourné au travail après les fêtes. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient de l'énergie habituelle de la pré-saison, le personnel échangeant des nouvelles discrètes, la légère odeur de désinfectant se mêlant au reste de décoration dans le hall. En tant que responsable des opérations, mon rôle consistait à coordonner les horaires, à rationaliser les chaînes d'approvisionnement et à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. C'était un travail dans lequel j'excellais, les mêmes compétences que j'avais appliquées à la maison pendant des années sans que personne ne remarque vraiment le coup. L'annonce de John avait fait voler en éclats les routines prudentes qui définissaient notre foyer. Pourtant, le travail invisible continuait de petites manières persistantes. Même en faisant une valise sur la suggestion de Rachel,
je me suis surprise à noter mentalement que le réfrigérateur devait être réapprovisionné et que le yaourt préféré de Sophie serait bientôt épuisé. Les vieilles habitudes persistaient comme une mémoire musculaire. Je me souvenais des innombrables soirées où John rentrait de longues journées au cabinet d'ingénierie, desserrant sa cravate et s'installant dans son bureau. Le dîner l'attendait, poulet rôti avec des herbes du jardin que j'entretenais, légumes cuits à la vapeur juste comme il faut. Il mangeait avec une appréciation silencieuse, offrant parfois un assez délicieux avant de se plonger dans son ordinateur portable. Je n'ai jamais demandé plus que cette reconnaissance. Au lieu de cela, je débarrassais la table, chargeais le lave-vaisselle et vérifiais les formulaires scolaires des enfants ou préparais les déjeuners pour le lendemain. Le travail n'était jamais spectaculaire. Il s'accumulait par fragments, restait debout tard pour aider Ethan avec ses candidatures universitaires pendant que John examinait des contrats en bas, conduire Sophie à ses cours de danse tôt le matin pendant les hivers de l'Ohio, le chauffage de la voiture luttant contre le gel. Gérer les rendez-vous médicaux de la mère de John quand sa santé déclinait, coordonnant les transports et les ordonnances pour qu'il puisse se concentrer sur ses délais. Il me remerciait d'un signe de tête ou d'un bref « tu es doué pour ça ». Et je l'acceptais comme suffisant. Un souvenir particulièrement vif a refait surface alors que je triais le courrier sur l'îlot de la cuisine cette semaine-là. C'était l'année de terminale d'Ethan. Il avait un tournoi de football majeur le même week-end où John avait une présentation de projet critique à Détroit. J'ai géré les deux, applaudissant depuis les gradins avec des collations faites maison, puis me précipitant à la maison pour compiler les diapositives de John à partir des notes qu'il avait envoyées par courriel. Quand il est rentré tard le dimanche soir, la maison était silencieuse, le linge plié et un rapport de synthèse du tournoi posé sur son bureau. Il l'a parcouru, a offert un sourire fatigué et a dit « Je savais que je pouvais compter sur toi. » Je m'étais senti fier à ce moment-là, nécessaire. Maintenant, en pliant une pile de pulls de jaune que j'ai trouvée dans la buanderie, je voyais les choses différemment. Ma fiabilité était devenue une attente. Les détails que je suivais, le nettoyage à sec, les vidanges d'huile, les cartes de Noël adressées de mon écriture soignée, s'estompaient dans l'arrière-plan de ces journées. Il se déplaçait dans la maison comme un homme qui n'avait jamais eu besoin de s'arrêter pour réfléchir à la façon dont tout fonctionnait si parfaitement. Rachel est passée un après-midi, apportant des bagels frais de notre endroit préféré en ville. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même où les dîners de famille s'étaient déroulés pendant des années. La lumière du soleil entrait en biais par les fenêtres, réchauffant la surface en bois marquée par des années de devoirs et de bricolage de vacances. « Tu as porté cette maison sur ton dos », a-t-elle dit en étalant du fromage à la crème sur un bagel. John en a bénéficié sans jamais en voir le coup. J'ai haussé les épaules, mais mes mains se sont arrêtées sur ma tasse de café. Ce n'était pas à sens unique. Il travaillait dur, aussi. Le travail acharné n'efface pas le déséquilibre, a-t-elle répondu doucement. Quand a-t-il demandé pour la dernière fois ce dont tu avais besoin au lieu de supposer que tu t'en occuperais? La question a persisté alors que je la raccompagnais à la porte plus tard. Dehors, la neige avait commencé à fondre par endroits, révélant la pelouse humide que j'avais fertilisée chaque printemps. J'avais toujours été celle qui remarquait quand les gouttières devaient être nettoyées ou que le filtre de la fournaise devait être changé. John se contentait de remarquer la température agréable en rentrant. Même après le départ des enfants pour l'université, le schéma a perduré. J'ai rempli les pièces calmes d'un but, faisant du bénévolat à l'auxiliaire de l'hôpital, entretenant le jardin qui recevait les compliments du quartier, veillant à ce que les anniversaires et les anniversaires de mariage soient marqués de manière appropriée. John remplissait son temps avec des sorties de golf et des projets de consultation. Nos soirées se passaient souvent dans un silence convivial, la télévision murmurant pendant que je payais les factures sur mon ordinateur portable et qu'il parcourait les nouvelles de l'industrie. Je n'ai jamais exprimé la fatigue croissante, l'admettre aurait semblé saper la vie stable que nous présentions au monde. Au lieu de cela, je me suis adapté. J'ai moins dormi. J'ai plus souri. Je me suis dit qu'être le centre stable était ma contribution, ma façon d'aimer. Maintenant, alors que je préparais des repas simples dans la cuisine de Rachel cette semaine-là, coupant des légumes avec une efficacité exercée, la prise de conscience s'est approfondie. Le travail invisible n'avait pas seulement soutenu le foyer, il avait lentement effacé des parties de moi. La femme qui rêvait autrefois de voyager davantage ou de poursuivre un rôle de direction plus élevé était devenue la personne qui s'assurait que personne d'autre ne ressente les lacunes. John a appelé ce soir-là. J'ai répondu après plusieurs sonneries, debout près de la fenêtre donnant sur le petit balcon de Rachel.
Les enfants veulent savoir quand tu rentres à la maison, a-t-il dit, allant droit au but. J'ai regardé les lumières d'un voisin scintiller de l'autre côté de la rue. Je ne suis pas sûr que ce soit encore la bonne question. Il y a eu une pause de son côté. Ce n'est pas ton genre, Amélia, de partir en plein milieu du dîner. Peut-être que c'est ça le problème, ai-je répondu doucement. Il a fallu quelque chose de si public pour que j'arrête de gérer le confort de tout le monde. Il n'a pas argumenté immédiatement. Je pouvais l'imaginer dans son bureau, le pli familier entre ses sourcils. Nos conversations étaient toujours restées dans des limites sur les horaires, les finances, les enfants, jamais les courants plus profonds qui coulaient en dessous. J'ai mis fin à l'appel peu après, le téléphone lourd dans ma main. Le travail invisible s'était étendu même ici, dans cet espace temporaire où une partie de moi se demandait encore si John avait mangé correctement ou si la lumière du porche avait été laissée allumée. Mais une autre partie, devenant plus stable chaque jour, reconnaissait la liberté de laisser enfin reposer ses préoccupations. La maison que j'avais entretenue si diligemment attendait à quelques kilomètres de là, ses routines intactes. Pourtant, je commençais à voir que mon rôle en son sein avait été à la fois essentiel et superflu, apprécié pour sa fonction, pas pour la femme derrière elle. L'hiver s'est installé plus profondément sur Columbus dans les semaines qui ont suivi, recouvrant les branches nues à l'extérieur de l'appartement de Rachel d'un givre délicat. Je retournais à l'hôpital chaque matin, me plongeant dans les exigences familières de mon rôle avec une concentration qui semblait maintenant plus vive. Coordonner les quarts de service, examiner les rapports de conformité et répondre aux appels urgents du personnel infirmier remplissaient mes journées. Pourtant, pendant les trajets tranquilles pour rentrer à la maison, l'érosion lente de mon mariage se déroulait en mémoire comme un film que je pouvais enfin regarder sans détourner le regard. Cela n'avait jamais été soudain. La distance entre John et moi s'était creusée progressivement, année après année, par de petites concessions que je faisais sans protester. Je me suis souvenu du printemps où Ethan est entré au collège. J'étais candidate à une promotion importante au travail, une promotion qui aurait signifié plus de responsabilités de direction et des voyages occasionnels. Le processus d'entretien m'excitait d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand j'en ai parlé au dîner, John a écouté tout en coupant son steak. Cela semble exigeant, a-t-il dit. Avec les horaires des enfants qui s'intensifient, il faudrait faire attention. J'ai retiré ma candidature la semaine suivante. Les activités des enfants se sont effectivement intensifiées. Entraînement de football, concert de la fanfare, exposition scientifique. Je me suis dit que c'était temporaire, que la famille passait avant tout. John n'en a jamais reparlé. Il a simplement poursuivi sa propre trajectoire de carrière, prenant en charge des projets plus importants qui exigeaient de plus longues heures. Les soirées se confondaient souvent. Je préparais les repas, aidais aux devoirs, et plus tard, je m'asseyais avec un livre pendant que John travaillait dans son bureau. Parfois, il en sortait, se versait un verre et partageait un bref résumé de sa journée. J'écoutais attentivement, offrant des éclaircissements quand on me le demandait. Quand j'essayais de partager mes propres défis à l'hôpital, les pénuries de personnel, les frustrations bureaucratiques, il hochait la tête avec sympathie, mais orientait la conversation vers des solutions pratiques ou changeait complètement de sujet. Avec le temps, j'ai moins parlé de moi. Rachel m'a rejoint pour une promenade un samedi après-midi vif le long du sentier de la rivière. Nos bottes crissaient sur le sentier gelé, les écharpes bien serrées contre le vent. Elle a écouté pendant que je décrivais le dernier échange avec John sur les finances du ménage. « Tu le fais encore » a-t-elle observé, anticiper ses besoins, adoucir chaque angle. J'ai donné un coup de pied dans une plaque de glace. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Fonctionner, a-t-elle répété. C'est le mot, n'est-ce pas? Comme une machine. Son observation m'est restée pendant le trajet de retour. J'étais devenue experte dans le maintien de l'équilibre. Lorsque la mère de John a eu besoin de soins prolongés, j'ai organisé des aides à domicile et géré la paperasse. Lorsque Sophie a lutté contre l'anxiété sa première année d'université, j'ai conduit 4 heures aller-retour pour des visites tout en maintenant le front domestique stable. John exprimait sa gratitude, bien sûr. Une carte pour la fête des mères, des fleurs livrées à la maison, mais le poids restait le mien à porter. Un soir d'automne, il y a 2 ans, ressortait clairement. J'avais prévu une escapade d'un week-end juste pour nous deux, une petite auberge dans les Hocking Hills avec des sentiers de randonnée et des soirées tranquilles. Les réservations étaient faites, les valises prêtes.
Puis John a reçu un appel urgent concernant un retard de projet. Il a annulé sans discussion. On pourra le faire une autre fois, a-t-il dit, ouvrant déjà son ordinateur portable sur la table de la cuisine. C'est important. J'ai défait les valises seul, repliant les vêtements dans les tiroirs avec une précision mécanique. La déception pesait lourdement sur ma poitrine, mais je l'ai mise de côté, préparant plutôt un dîner tranquille. Il a mangé avec gratitude, complimentant le repas. J'ai souri à travers la table, cachant le vide grandissant où vivaient autrefois les attentes de réciprocité. L'érosion s'est accélérée après le départ des 2 enfants. Le nid vide aurait dû être un nouveau chapitre, mais il a exposé les lacunes que nous avions masquées avec les devoirs parentaux. John a pris sa retraite 6 mois plus tôt, citant le désir de plus de flexibilité. Soudain, il était à la maison, remplissant les journées de golf et de lecture pendant que je continuais à travailler à plein temps. La division du travail qui avait semblé équilibrée lorsque nous étions tous les 2 occupés penchait maintenant de manière notable. Les matins sont devenus une étude de contraste. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner et le café, passant en revue ma journée de travail, tandis qu'il s'attardait sur le journal. Les soirs, je m'occupais de la lessive et de la planification des repas. Il proposait d'aider de temps en temps, mais ses efforts semblaient performatifs, chargeant le lave-vaisselle de la mauvaise manière ou oubliant des articles sur la liste de courses. Je les corrigeais tranquillement, maintenant le flux. Lors d'un rare dîner avec des collègues avant Noël, une des femmes a demandé comment nous gérions la transition vers la retraite. John a posé brièvement sa main sur la mienne. Amélia fait en sorte que tout se passe bien, a-t-il dit avec un signe de tête. J'ai de la chance. La table a murmuré son approbation. J'ai souri, le rôle familier s'installant sur moi comme un manteau bien usé. À l'intérieur, quelque chose s'est resserré. Chanceux. Le mot a résonné longtemps après notre retour à la maison. Rachel m'a confronté directement un soir autour d'un thé chez elle. Tu es en train de disparaître, Amélia. John profite de ton invisibilité. J'ai posé ma tasse. La céramique a cliqueté contre la soucoupe. J'ai choisi cette vie. L'avoir choisie une fois ne signifie pas que tu dois continuer à la choisir quand elle ne te convient plus. Ces mots ont fait leur chemin en moi au cours des jours suivants. J'ai commencé à remarquer les petits refus que je m'adressais à moi-même, sauter un club de lecture parce que John préférait les soirées calmes, décliner une conférence professionnelle parce que quelqu'un devait surveiller la maison. Chaque choix semblait raisonnable isolément. Ensemble, ils formaient un schéma d'auto-effacement. Au moment où Noël est arrivé, l'érosion avait atteint un point de rupture silencieux. J'ai planifié le dîner avec mon soin habituel, le menu, la liste des invités, les couverts. Une partie de moi espérait que le rassemblement pourrait raviver quelque chose de plus chaleureux entre nous. Au lieu de cela, il est devenu la scène de la vérité non filtrée de John. Debout dans la chambre d'amis de Rachel, pliant maintenant des vêtements dans les tiroirs, je sentais le poids cumulé de ces années, pas exactement comme un regret, mais comme un bilan clair. J'avais donné généreusement, croyant que ce serait rendu en nature. L'érosion lente avait usé non seulement la romance, mais des morceaux de ma propre vitalité. John a envoyé un texto plus tard ce soir-là. La maison semble différente sans toi ici. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Différente. Le mot portait des couches qu'il n'avait probablement pas prévues. Pour moi, il marquait le début de quelque chose qui n'avait que trop tardé. La nouvelle année est arrivée avec une intensité tranquille. Les courtes journées de janvier marquées par des ciels gris et le bourdonnement constant des opérations hospitalières. Je me suis jeté dans le travail avec une nouvelle détermination, finalisant des rapports et encadrant de jeunes employés. Le poste de directeur s'était de nouveau libéré, et cette fois, ma patronne m'a prise à part après une réunion, son expression encourageante. Tu es prête pour ça, Amélia. L'équipe te respecte. Pense-y sérieusement. Je suis rentré en voiture. L'appartement de Rachel me semblait maintenant un sanctuaire temporaire, ressassant l'offre dans mon esprit, plus de responsabilités, une meilleure rémunération, et le genre de reconnaissance que j'avais mis de côté pendant des années. Pour une fois, le moment semblait possible. Les enfants étaient établis. John était à la retraite. La maison tournait en pilote automatique après des décennies de mon attention. John m'a accueilli à la porte quand je suis passé prendre plus de vêtements. Un soir,
la lumière du porche projetait de longues ombres sur l'allée que j'avais déneigée plus tôt cette semaine-là. À l'intérieur, la maison sentait le café qu'il avait préparé, une petite concession à la routine. « Tu as été occupé » a-t-il observé, me regardant rassembler des affaires dans le placard de la chambre. J'ai plié un pull avec soin. Le travail a été exigeant. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Le poste de directeur. Je me suis arrêté, surprise. Ils s'en souvenaient. Ils en ont reparlé. Il a hoché la tête lentement. Cela signifierait plus d'heures. Des voyages, probablement. Il faudrait qu'on ajuste les choses ici. Le cadrage familier a atterri avec une précision tranquille. Il faudrait qu'on ajuste. En pratique, cela signifiait que je trouverais l'équilibre pendant qu'il maintiendrait son rythme de retraité. J'ai fermé doucement la porte du placard. J'y réfléchis, ai-je dit. Au cours des mois suivants, le schéma s'est répété avec des variations subtiles. John remplissait ses journées avec des ligues de golf et des appels de consultation occasionnels, rentrant à la maison avec des histoires de défis sur le fairway ou de détails de contrats mineurs. J'écoutais en préparant des dîners simples lors de mes visites. L'îlot de cuisine, un terrain neutre. Quand j'ai mentionné un atelier de leadership à Chicago, il a légèrement froncé les sourcils. Sophie a dit qu'elle venait ce week-end. Ce serait bien que tu sois là. J'ai annulé l'atelier. La visite de Sophie a été agréable, remplie de rires et de nouvelles sur son travail d'enseignante, mais j'ai senti l'opportunité s'échapper comme tant d'autres auparavant. Ethan a appelé de Chicago un dimanche, sa voix chaleureuse au téléphone alors que nous discutions de son nouvel appartement. John est intervenu facilement pour parler de sport et de finances. J'ai contribué avec les questions pratiques sur la sécurité et les services publics, retombant naturellement dans mon rôle de longue date. Le printemps a apporté des jours plus longs et les premières fleurs dans le jardin que j'avais planté il y a des années. J'ai passé un samedi après-midi à désherber les parterres, la terre fraîche et humide sous mes gants. John est sorti, café à la main, et a regardé pendant un moment. Ça a l'air bien, a-t-il dit. Tu as toujours eu le tour pour ça. Le compliment aurait dû me réchauffer. Au lieu de cela, il a mis en évidence la division. Il voyait les résultats. Je sentais les heures passées à planifier, acheter et entretenir. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur la terrasse avec des verres de thé glacé, j'ai essayé de l'exprimer. Parfois, je me demande ce que j'aurais pu faire d'autre avec ce temps. Il a fait tourner la glace dans son verre. Tu as fait beaucoup de choses, Amelia. Les enfants ont bien réussi. La maison est solide. Solide. Le mot faisait écho à la stabilité que j'avais autrefois prisée. Maintenant, cela ressemblait à un contenant plutôt qu'à une fondation. L'été est passé dans un brouillard de projets de travail et de visites familiales. Sophie a amené son nouveau petit ami pour un long week-end. J'ai orchestré les repas et les activités avec une aisance exercée, notant comment John s'engageait facilement avec le jeune homme pendant que je gérais les détails en arrière-plan, serviettes supplémentaires, courses, s'assurer que tout le monde se sente à l'aise. Rachel nous a rejoints pour un dîner, sa présence un ancrage silencieux. Plus tard, alors que nous débarrassions les assiettes ensemble, elle a murmuré « Tu portes encore tout ». Au début de l'automne, la décision concernant le poste de directeur se profilait. Ma patronne a programmé une discussion formelle. J'ai préparé des notes la veille au soir chez Rachel, exposant ma vision pour le département. L'excitation a vacillé pour la première fois depuis des années. Une réelle appropriation, de nouveaux défis, peut-être même des voyages. John a appelé alors que je révisais mes documents. Il y a une réunion de planification pour la réunion de famille le mois prochain. Ta contribution serait utile. J'ai mis les notes de côté. La réunion avec ma patronne a eu lieu, mais je me suis entendu hésiter, citant des engagements familiaux actuels. Elle a hoché la tête avec compréhension, mais la déception dans ses yeux reflétait la mienne. Je suis rentré en voiture cet après-midi-là à travers des quartiers parés de décorations d'Halloween précoces, les oranges et les violets vifs contrastant avec le gris en moi. Thanksgiving est arrivé et reparti avec une politesse contenue. Les enfants ont senti le changement mais n'ont pas insisté. J'ai cuisiné le repas traditionnel à la maison, les rythmes familiers offrant une normalité temporaire. John a découpé la dinde avec des mains fermes. Nous avons porté un toast à la famille.
Personne n'a mentionné les plans du dîner de Noël qui se formaient déjà dans mon esprit. À l'approche de décembre, la maison semblait à la fois réconfortante et confinée. J'ai décoré avec le même soin que toujours, le sapin dans le coin, les lumières le long du manteau de la cheminée, les couverts prévus des semaines à l'avance. Une partie de moi espérait que les fêtes pourraient combler la distance grandissante. Une autre partie reconnaissait que c'était le test final. La semaine avant Noël, je me tenais dans la cuisine, goûtant la sauce au canneberge, ajustant l'assaisonnement d'une main experte. John est entré, fraîchement rentré du golf. « Ça sent les fêtes », a-t-il dit. J'ai offert un petit sourire. À l'intérieur, la décision s'était cristallisée. Le poste de directeur avait été attribué à quelqu'un d'autre, quelqu'un de disponible, comme ma patronne l'a gentiment expliqué. Je l'ai accepté sans protester, le schéma familier se réaffirmant une dernière fois. Ce dîner de Noël représentait plus qu'un repas. C'était le point culminant d'une année passée à regarder la lente érosion atteindre sa fin naturelle. J'avais donné ce que je pouvais. Maintenant, la vérité que John a livrée à table, aussi brutale soit-elle, a simplement confirmé ce que les saisons avaient déjà révélé. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux transparents de Rachel, projetant des motifs pâles sur le sol de la chambre d'amis. J'avais dormi par intermittence, les événements du dîner de Noël se rejouant par fragments plutôt que comme une séquence continue. 38 appels manqués brillaient sur l'écran de mon téléphone quand je l'ai finalement vérifié. Le nom de John apparaissait le plus fréquemment, suivi de celui des enfants. Les messages allaient de l'inquiétude à la confusion, quelques-uns frôlant la frustration. J'ai posé le téléphone sans répondre et je me suis dirigé vers la cuisine où l'arôme du café frais attendait déjà. Rachel a fait glisser une tasse vers moi sur le comptoir. « Tu n'as pas à y retourner aujourd'hui. »« Je sais, » ai-je répondu, enroulant mes mains autour de la céramique chaude, mais il le faut. Le trajet vers la maison semblait mesuré, le quartier se réveillant lentement sous une nouvelle couche de neige. La couronne était toujours accrochée à la porte, légèrement de travers maintenant. À l'intérieur, l'air contenait les faibles restes de dinde rôtie et de pain. John était assis à la table de la cuisine avec son café, vêtu d'un pantalon décontracté et d'un pull. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression posée, mais avec de nouvelles rides de tension autour de ses yeux. « Amélia » a-t-il dit en se levant. J'ai accroché mon manteau au crochet familier et me suis dirigé vers les escaliers. Ça n'a pas dérapé, John. C'est finalement devenu honnête. Il a suivi à distance, ses pas fermes sur le parquet. Le dire au dîner n'était pas idéal. J'aurais dû choisir un meilleur moment. Dans la chambre, j'ai sorti la plus grande valise du placard. La pièce semblait inchangée. Le lit fait au carré. Les oreillers gonflés, le couvre-lit lissé. J'ai commencé à sélectionner des vêtements avec une concentration délibérée, les pliant soigneusement dans la valise. John s'attardait dans l'embrasure de la porte, regardant. « Les enfants sont bouleversés », a-t-il continué. « Sophie a pleuré après ton départ. Ethan veut revenir en avion. » Je me suis arrêté sur une pile de chemisiers, le tissu doux sous mes doigts. Ce sont des adultes. Ils géreront ça à leur manière. Il s'est approché, sa présence remplissant l'espace entre nous. Nous avons construit quelque chose ici. 26 ans. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ça. J'ai croisé son regard directement pour la première fois depuis le dîner. Je n'ai pas tourné le dos à rien, John. J'ai porté ce mariage pendant la plupart de ces années. Tu en as bénéficié. Maintenant, je choisis différemment. Les mots sont sortis uniformément, sans chaleur. Il a légèrement tressailli, une rare fissure dans son contrôle habituel. Pendant un instant, l'homme avec qui j'avais vécu, celui qui planifiait méticuleusement mais regardait rarement à l'intérieur de lui-même, semblait incertain de la façon de répondre. « Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser publiquement », a-t-il dit finalement. Mais la vérité est ce qu'elle est. Notre vie fonctionnait parce que nous avions des rôles. Tu as toujours été meilleur pour le quotidien. J'ai fermé la valise, le son sec dans la pièce silencieuse. Des rôles ? C'est une façon intéressante de le décrire. Je me suis occupé des parties invisibles pour que tu n'aies jamais à le faire. Les rendez-vous, le soutien émotionnel, la planification qui a rendu ta retraite transparente. Tu appelais ça du travail d'équipe. J'appelais ça de l'amour. Nous avions tous les deux tort.
Il n'a pas argumenté immédiatement. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers la fenêtre, regardant le jardin où les enfants jouaient autrefois. Que veux-tu que je dise? Que j'aurais dû en faire plus? Peut-être. Mais ce n'est pas facile pour moi non plus. J'ai soulevé la valise, son poids solide et définitif. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit, John. Je sors simplement du rôle qui ne me convient plus. En bas, je me suis arrêté dans le salon. Les lumières du sapin de Noël étaient éteintes, les cadeaux toujours disposés en dessous. Une photo sur la cheminée nous montrait tous les 4 lors des fêtes de l'année dernière, souriants, unis. J'ai brièvement touché le cadre, puis j'ai continué vers la porte. John m'a suivi dehors, la neige crissant sous nos chaussures. Où vas-tu rester? Chez Rachel, pour l'instant. Ensuite, je trouverai quelque chose de permanent, plus près de l'hôpital. Il s'est tenu près de la voiture pendant que je chargeais la valise. Pour la première fois depuis des années, il a tendu la main et a touché mon bras. Le geste semblait maladroit, hésitant. Ça n'a pas à être permanent. On pourrait suivre une thérapie. S'adapter. J'ai ouvert la portière de la voiture. Nous nous sommes adaptés pendant 26 ans, John. Principalement selon mes termes. Maintenant, je m'adapte pour moi-même. Alors que je sortais de l'allée en marche arrière, il est resté là, les mains dans les poches, me regardant partir. Dans le rétroviseur, la maison semblait plus petite, ses lignes familières ne définissant plus mon avenir. Le trajet de retour chez Rachel s'est passé dans un silence relatif, la radio éteinte, mes pensées claires et dégagées pour la première fois depuis des mois. Plus tard cet après-midi-là, Sophie a appelé. Sa voix tremblait au début. « Maman, que s'est-il passé? Papa a dit que tu étais partie. » J'ai expliqué aussi doucement que possible, me concentrant sur les faits plutôt que sur le blâme. Elle a écouté, puis est devenue silencieuse. « Je pensais que vous alliez bien. » Solide. Nous semblions solides, ai-je dit. Cela faisait partie de l'arrangement. Le message d'Ethan est arrivé ensuite, pratique et inquiet. Il prévoyait de venir bientôt. J'ai accueilli la nouvelle. Les enfants méritaient la transparence, même si cela remodelait leur compréhension de notre famille. John a envoyé un texto plus long ce soir-là. La maison est trop calme. Nous devrions parler quand tu seras prête. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone. Le lendemain avait apporté non pas le chaos, mais la clarté. J'avais passé des décennies à gérer le confort de tout le monde. Maintenant, dans le calme de la chambre d'amis de Rachel, je commençais à gérer le mien. 3 semaines se sont écoulées depuis ce dîner de Noël, et le rythme de mes journées a commencé à se remodeler de manière subtile mais significative. Mon nouvel appartement près de l'hôpital est modeste, un 2 pièces avec de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle et un petit balcon donnant sur une rue latérale calme. L'espace semble léger, non accablé par le poids accumulé de décennies de possession et d'attentes partagées. J'ai disposé quelques objets familiers, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, quelques étagères qui se remplissent lentement, et le couvre-lit de ma grand-mère drapé sur le lit. Chaque choix m'appartient uniquement. Le travail a pris une nouvelle énergie. J'ai accepté une opportunité de direction révisée, une qui correspond mieux à ma réalité actuelle. La première réunion d'équipe dans mon rôle élargi était différente, des collègues se tournant vers moi pour obtenir des directives, ma contribution ayant une réelle influence. En rentrant en voiture par la suite, le soleil d'hiver scintillant sur les bancs de neige, je me suis accordé un moment de satisfaction tranquille. C'était le chemin que j'avais abandonné pendant des années. Maintenant, je le parcourais sans excuse. Les enfants ont géré la nouvelle à leur manière. Sophie est venue me rendre visite le week-end dernier, apportant des plats à emporter et une ouverture prudente. Nous avons parlé tard dans la soirée, non pas de blâme, mais de ce qu'elle avait observé en grandissant, la façon dont je faisais tout fonctionner. Ethan s'est joint par appel vidéo, ses questions pratiques cédant la place à des aveux plus discrets de surprise. Ils sont en train de digérer, tout comme moi. Notre famille ne se dissout pas. Elle se redéfinit simplement au-delà de la structure que je maintenais seul autrefois. John a pris contact plusieurs fois. Ses messages sont passés de la confusion à une réflexion timide. Un soir, il a appelé alors que je préparais du thé dans ma petite cuisine. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, m'a-t-il dit, à propos de porter les choses.
Je ne le voyais pas clairement avant. J'ai écouté, remuant du miel dans ma tasse, la vapeur s'élevant doucement. Sa reconnaissance est venue tard, mais elle était honnête. Nous avons brièvement parlé de questions pratiques, de la division des biens, de la formation d'une famille élargie, sans tomber dans la récrimination. Il y aura peut-être d'autres conversations à venir, mais elles ne définissent plus mon présent. Rachel a été une présence constante, passant avec de petits réconforts et sans pression pour que je m'explique. Lors d'une de nos soirées ensemble, elle a levé son verre pour un simple toast. Au prochain chapitre. J'ai trinqué le mien contre le sien, le son léger et clair. Le prochain chapitre ressemble moins à une réinvention qu'à une réappropriation. Les matins incluent maintenant du temps pour lire sans interruption. Les soirées laissent place à une réflexion tranquille ou à des promenades spontanées. Le travail invisible que j'effectuais autrefois sans poser de questions a été remplacé par des choix intentionnels pour moi-même. En regardant en arrière sur les années, je vois à quel point la stabilité peut facilement devenir un enfermement lorsqu'une personne assume la charge invisible. Être nécessaire a soutenu notre foyer, mais cela n'a jamais pleinement nourri les parties les plus profondes de moi. John et moi avons construit une vie fonctionnelle ensemble, une vie qui a bien servi nos enfants et notre communauté. Pourtant, la fonctionnalité seule s'est avérée insuffisante lorsque l'honnêteté a finalement fait surface. La neige fondait devant ma fenêtre aujourd'hui, révélant des parcelles d'herbes dormantes prêtes pour le printemps. La vie continue dans sa beauté ordinaire. Les couloirs de l'hôpital remplis de détermination, les voisins se saluant de l'autre côté de la rue. Le simple plaisir de choisir mes propres provisions sans calculer les préférences de tout le monde. Je me sens plus légère, non pas parce que le passé a disparu, mais parce que je ne le porte plus seul. Si vous écoutez ceci et que vous trouvez des échos dans votre propre long mariage ou saison d'endurance silencieuse, sachez que le changement n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, il vient dans la décision calme de déposer ce que vous avez porté pendant trop longtemps. Vous méritez d'être vu pleinement, pas seulement qu'on compte sur vous. Votre histoire compte, même les parties qui se sont déroulées en silence. Je veux savoir comment cela résonne en vous. Quelle partie de ce voyage vous a le plus marqué? Traversez-vous des transitions similaires dans votre propre vie? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez d'où vous écoutez. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre. Continuons cette conversation ensemble, un pas véridique à la fois. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.